la une de l'actualité, à Madagascar, la commission électorale a rassemblé tous les partis pour décider de la date de l'élection présidentielle. Dissous en février dernier, le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale a annoncé ce vendredi qu'il introduira un nouveau recours, mais cette fois devant la Cour constitutionnelle. Et puis les États-Unis se disent prêts à aider l'économie nord-coréenne si Pyongyang prend des mesures courageuses en vue d'une dénucléarisation rapide. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Congo où l'ex-chef d'état-major et ex-conseiller du président Denis Sassou Nguesso, Jean-Marie Michel Mokoko, en détention depuis juin 2016, a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État par la Cour criminelle de Brazzaville. Il dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Les détails. Principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko, 71 ans, a été condamné à 20 ans de prison par la justice à Brazzaville. 7 autres personnes décrites comme ses complices, dont 6 Français jugés par contumace, ont été condamnés à la même peine. Pendant le procès, une vingtaine d'activistes de mouvements citoyens ont été arrêtés pour avoir placardé des affiches demandant la libération des prisonniers politiques. Candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, le général Mokoko avait refusé de reconnaître la réélection contestée du président Sassou Nguesso et avait appelé à la désobéissance civile. Il était également poursuivi pour détention d'armes et troubles à l'ordre public. Au XXIe siècle, on ne peut pas envisager de prendre le pouvoir par les armes avec l'aide des mercenaires étrangers, a déclaré l'un des avocats de l'État congolais, un Français inscrit au barreau de Brazzaville, Maître Gérard de Villiers. Fidèles à leur ligne de défense, ni le général ni ses avocats ne se sont exprimés vendredi. Le général Mokoko, qui a qualifié son procès de règlement de comptes politiques, a invoqué une immunité qu'il affirme tenir de son statut de dignitaire de la République. Pendant le procès, le procureur a présenté des scellés supposés contenir des preuves, à savoir des armes et une vidéo datant de 2007, le général Mokoko semble ourdi en coup d'État avec d'autres interlocuteurs. Pendant ce temps, à Madagascar, la commission électorale a rassemblé tous les partis pour décider de la date de l'élection présidentielle au milieu de la crise politique qui secoue le pays. À Madagascar, la CENI a organisé vendredi une concertation entre différents partis politiques et la société civile sur le processus électoral. Les députés de l'opposition ont presque boudé la rencontre organisée par la CENI. Côté gouvernement, ils étaient aussi peu nombreux. Les concertations ont duré 6 heures. Henri Rakotomana, le président de la CENI, a demandé à l'opposition et au régime de trouver un accord politique d'ici la fin du mois. Il faut sortir vraiment des décisions pour avancer vers les élections au plus tard, au 31 de ce mois, au 31 mai. Sinon, il va y avoir un risque fort de report des élections. Donc c'est pour cette question qu'on avait réuni tout le monde. Selon le représentant du Premier ministre, tout est en place pour que l'élection présidentielle se déroule fin novembre. Elle n'a pas dit que ces lois sont inconstitutionnelles. Techniquement, elle a dit, en principe, qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont inconstitutionnelles. Au vu des tensions politiques, la CENI a proposé en début de semaine 3 dates pour l'élection présidentielle, soit anticipée dès fin août, rester sur la date initiale en novembre ou reportée en mai 2019. Car vendredi soir, dans un communiqué, la présidence a indiqué que les 3 lois électorales ont été promulguées par le chef de l'État malgache en tenant compte des recommandations de la Haute Cour constitutionnelle. La semaine dernière, l'instance avait retorqué plusieurs articles de ces lois qui régissent les élections. Au Kenya, les équipes de secours continuaient ce vendredi de chercher d'éventuels survivants à la catastrophe causée par la rupture d'un barrage mercredi dernier qui a fait 44 morts, et ce, selon le gouverneur du comté de Nakuru. Lee Kinuiji a déclaré à la presse vendredi matin que 45 corps avaient été récupérés
40 personnes étaient portées disparues et annoncé qu'un barrage voisin devra être vidé pour éviter un nouveau désastre. Des dizaines de personnes rescapées ont été admises dans des centres de soins. Mercredi vers 21h, le barrage situé sur la commune de Solaï, près de Nakuru, avait cédé et ses eaux boueuses balayaient les modestes habitations avoisinantes. Interrompu jeudi en fin de journée en raison de fortes pluies, les recherches ont repris vendredi matin, mêlant secours professionnels et volontaires. Le procureur en chef du Kenya, Nordin Hajo, a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête policière afin de déterminer les causes et les responsabilités dans cette tragédie. La plupart des victimes, dont 20 enfants, sont issus de familles très modestes, d'ouvriers agricoles dont les habitations de fortune ont été emportées par les eaux du barrage. Jeudi, des rescapés avaient décrit à l'AFP la violence du phénomène, évoquant un enfer sur terre. Près de 180 personnes sont mortes au Kenya à cause des inondations depuis le début de longue saison des pluies en mars, selon un bilan gouvernemental rendu public mercredi. En Guinée équatoriale, le Parti citoyen pour l'innovation, dissous en février, a annoncé ce vendredi qu'il introduira un nouveau recours. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, qui compte aller cette fois-ci devant la Cour constitutionnelle, a pris cette décision après la confirmation lundi dernier de sa dissolution par la Cour suprême. Reportage. Le parti dissous a 90 jours pour introduire son recours, selon l'un des avocats de Citoyens pour l'innovation, CI, pour qui la loi a été foulée aux pieds. Le parti va donc déposer un autre recours auprès du tribunal constitutionnel dont la loi organique prévoit si une sentence de la Cour suprême a violé les droits fondamentaux. En effet, la Cour suprême avait confirmé lundi la dissolution décrétée le 26 février par le tribunal de Mongomo, ville de la partie continentale de la Guinée équatoriale. La Cour avait précisé que la sentence était définitive et que plus aucun recours n'était désormais possible. Le deuxième parti de l'opposition équato-guinéenne, Convergence pour la démocratie sociale, a condamné la dissolution de CI. Le CPDS a appelé le peuple à la désobéissance civile pacifique pour en finir avec un régime qui conduit le pays chaque jour à la ruine. De mémoire, le tribunal de Mongomo avait jugé 147 militants de CI et condamné 21 de ces militants, dont l'unique député élu du parti, à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Des condamnations intervenues à la suite de violences qui s'étaient produites pendant la campagne pour les législatives de novembre 2017. Ce journal se poursuit. La Côte d'Ivoire ambitionne de porter son contingent militaire dans la force de l'ONU au Mali à 600 soldats. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président ivoirien Alassane Ouattara au cours d'un point de presse avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta qu'il reçoit en visite officielle pour 2 jours à Abidjan. Nous avons parlé des questions sécuritaires. Et nous avons un contingent et nous avons saisi bien sûr les Nations Unies et également le président du Mali pour que la Côte d'Ivoire puisse croître sa contribution à la MINUSMA. Avant cette annonce du président ivoirien, ils étaient quelques 150 soldats ivoiriens déployés en tant que casque bleu à Tombouctou depuis 1 an dans le cadre de la MINUSMA. Cette annonce intervient 2 semaines après celle du ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano à l'ONU de l'envoi prochain de 450 casques bleus ivoiriens en Centrafrique. Cette visite de 2 jours à Abidjan était également une occasion pour le président malien d'aborder des questions liées à la présidentielle du 29 juillet prochain dans son pays. Il a assuré que des dispositions ont déjà été prises pour que ce scrutin se déroule dans de meilleures conditions. Tel que les élections de juillet 2018 viennent dans les meilleures conditions. Ce qui nous concerne, le gouvernement du Mali, nous avons mission, vocation à faire en sorte qu'elles soient les plus transparentes possibles. Et nous sommes attelés à cela. Nous avons commencé de le faire. Notre fichier a été audité. Le fichier a été audité et il semble que les experts commis par l'OIF les réputés fiables.
Le chef de l'État malien, 73 ans, élu en 2013 pour 5 ans, a été investi dimanche dernier candidat à la présidentielle par une coalition de près de 70 partis au cours d'une réunion à Bamako. Il n'a cependant pas encore officiellement annoncé sa candidature. Hors du continent africain, aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré ce vendredi qu'il y a un accord total sur ce que sont les objectifs ultimes, et ce, en prévision de la rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour le 12 juin prochain. Lors d'une rencontre avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-hwa à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré ce vendredi que les États-Unis sont prêts à aider l'économie nord-coréenne et à apporter des garanties à Kim Jong-un si Pyongyang prend des mesures courageuses en vue d'une dénucléarisation rapide et complète. Nous avons eu de bonnes conversations, des conversations de fond, des conversations qui impliquent des problèmes profonds, complexes, des défis, des décisions stratégiques auxquelles le président Kim doit faire face sur la façon dont il souhaite procéder, et il est prêt. En échange des garanties que nous sommes prêts à lui apporter s'il est prêt à dénucléariser complètement. Je suis confiant, nous avons une compréhension commune du résultat que les dirigeants souhaitent. Le président Trump et le dirigeant Kim l'ont, mais je pense que le président Moon l'a aussi. Je pense que nous avons une vision commune de ce que nous espérons lorsque ce processus sera terminé sur ce à quoi ressemblera la péninsule coréenne. Je pense que nous avons une bonne compréhension et je pense qu'il y a un accord total sur ce que sont les objectifs ultimes. Nous sommes très clairs sur le fait que les sanctions restent en place jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures visibles et significatives sur le chemin de la dénucléarisation. Après avoir fixé la date et un lieu neutre pour le sommet entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un, et après avoir obtenu la libération de 3 Américains détenus par la Corée du Nord, ramenés cette semaine par Mike Pompeo, les diplomates américains s'attellent donc à définir l'ordre du jour. Et puis, élections législatives en Irak, près de 24,5 millions d'Irakiens ont commencé à voter ce samedi, et ce pour élire un nouveau Parlement. Les Irakiens arrivent dans les bureaux de vote de Mossoul pour les premières législatives organisées dans le pays depuis la victoire sur le groupe État islamique. En outre, le vote se tient dans un climat de tension régionale aiguë, l'Irak étant le point de rencontre de 2 ennemis, l'Iran qui a une forte influence à travers les partis chiites qui dominent la vie politique, et les États-Unis qui ont joué un rôle militaire crucial dans la victoire sur l'État islamique proclamée en décembre. Selon la commission électorale, les 8443 bureaux de vote fermeront à 18h, soit 15h GMT, pour un scrutin qui doit départager 87 listes dans les 18 gouvernorats. Les 329 sièges de députés seront attribués proportionnellement au nombre de voix et les candidats élus en fonction de leur position sur les listes. Tout ce que nous espérons, c'est que les partis kurdes mettent de côté leurs divergences politiques et se rendent à Bagdad main dans la main afin de garder les acquis de la constitution irakienne. C'en est assez des différences et des conflits. Notre parole est libre et nous espérons que la paix s'accomplira et que les problèmes entre les gouvernements fédéraux et régionaux seront résolus et que nous verrons un bloc kurde unifié dans le prochain Parlement. Par mesure de sécurité, les frontières et l'espace aérien sont fermés et les électeurs doivent se soumettre à 2 fouilles avant d'entrer dans le bureau de vote. Les premiers résultats devraient être connus au plus tôt mardi prochain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.